Je vais vous entretenir de la discrétion bancaire hors donc la matière de la fiscalité, puisque le sujet précédent y a été consacré. En matière de discrétion bancaire ou de secret bancaire hors droit fiscal, bien, vous avez, et on pourrait dire le sujet s'arrête là, un arrêt de la Cour de cassation de 1978 qui, dans des attendus très secs, mais c'est normal pour la Cour de cassation, a décidé que l'article 458 du Code pénal s'applique à tous ceux qui, par état ou par profession, sont dépositaires des secrets qu'on leur confie, que son application ne peut s'étendre à ceux qui sont seulement tenus d'un devoir de discrétion. Ni la nature des fonctions exercées par le banquier, ni aucune disposition légale ne confère à ceux-ci la qualité de personnes tenues au secret au sens de l'article 458. Et pour gagner du temps, Monsieur le Président, je pourrais arrêter là. Je vais néanmoins encore vous entretenir quelque peu sur les fondements de cette décision et sur les perspectives que l'on peut avoir, parce que, évidemment, depuis 1978, date de cet arrêt, qui repose sur un enseignement de M. Henrion de 1963, la fonction bancaire a quelque peu évolué. Et l'on peut se demander si cette solution est toujours ou non pertinente. Alors, quel était le fondement de cette solution dégagée par l'arrêt de la Cour de cassation de 78, qui s'inscrivait d'ailleurs dans la suite d'un arrêt de 1966 consacré aux agents de change? Eh bien, il y a un triple fondement à cette solution. D'abord, dit-on, la fonction sociale du banquier ne s'identifie pas avec l'exercice d'une haute mission morale. Alors, quand vous lisez les écrits depuis 2008, on parle beaucoup de banksters et on considère que ce sont des hommes sans foi ni loi qui dirigent nos banques et nos banquiers sont vilipendés en place publique. Donc la haute fonction morale ou haute mission morale qu'ils exerceront aujourd'hui, de ce point de vue-là, je crains qu'il ne soit pas dans l'air du temps de considérer que la chose a évolué. Deuxième fondement retenu, c'est l'exercice de la fonction bancaire n'est pas au premier chef caractérisé par la réception nécessaire et obligatoire de confidence. Là, on peut s'interroger si l'évolution de la mission, enfin des tâches bancaires, ne permet pas de faire évoluer cette réflexion-là. J'y reviendrai. Troisième fondement, c'est le ministère du banquier n'est pas imposé par la loi. On peut faire de multiples opérations que peut accomplir le bancaire, que peut accomplir la banque autrement qu'en recourant à un banquier. Là aussi, la chose me semble avoir évolué. Alors, le bénéficiaire de ce devoir de discrétion, puisqu'il ne s'agit pas d'un secret sanctionné pénalement au sens de l'article 458, c'est le client. Et donc, fort logiquement, le banquier ne peut pas opposer à son client ce devoir de discrétion. Ça paraît assez logique, mais il a fallu quelques décisions pour que des banquiers se rendent compte qu'ils ne pouvaient pas refuser à son client de lui communiquer certaines informations qui le concernaient, comme il ne pouvait pas refuser aux ayants cause du client de communiquer ces mêmes informations. Il existe un doute quant au fondement de ce devoir de discrétion, puisque si l'arrêt de la Cour de cassation tranche la question et elle n'en dit pas le fondement. Il y a des discussions en doctrine, vous les verrez relatées dans l'écrit. Je peux signaler un jugement du tribunal de commerce de Bruxelles assez récent du 27 février 2013 qui assigne à ce devoir de discrétion un fondement contractuel. C'est contesté. Certains pourraient y voir une origine coutumière, puisqu'on fait déjà allusion à ce devoir de discrétion dans le code d'Hammurabi. Donc, au temps de la Mésopotamie, ça remonte assez loin. Est-ce que c'est transposable ici en Belgique? On peut en douter. Alors, des quelques cas d'application tout à fait concrets, c'est qu'on ne peut pas, dans le cadre de ce devoir de discrétion, ou à raison de ce devoir de discrétion, on ne peut pas divulguer des données relatives au compte, et donc on ne peut pas divulguer l'identité du client. Alors, on ne peut pas le divulguer positivement, mais pas non plus de manière négative. De manière négative, la question a été posée dans l'affaire de notre ministre, aujourd'hui des Affaires étrangères, qui était taxé à l'époque par le journal de Morgan d'être titulaire d'un compte au Luxembourg.
ce que déniait évidemment notre bon ministre, qui était à l'époque, si je ne m'abuse, ministre des Finances. Ça faisait évidemment mauvais genre pour lui. Il avait donc demandé une attestation à cet établissement de crédit auprès duquel il avait soi-disant ouvert un compte, une attestation négative, c'est-à-dire que cet établissement, il avait demandé à cet établissement de crédit de lui remettre un document par lequel il attestait qu'il n'était pas titulaire d'un compte auprès de cet établissement. L'établissement avait au nom, puisque c'était un établissement luxembourgeois, mais la solution me paraît pouvoir être transposée en Belgique, refusé de délivrer cette attestation parce que c'était une atteinte au secret professionnel du banquier, puisqu'il existe un secret professionnel sanctionné pénalement au Luxembourg. Là aussi, c'est en évolution. M. Render s'est allé devant la Cour d'appel de Liège, finalement, enfin ça a terminé à la Cour d'appel de Liège, et la Cour d'appel de Liège a validé cette solution en disant que le fait de devoir délivrer une attestation, fût-elle négative, entraînait nécessairement une violation de ce secret professionnel, et on peut transposer, me semble-t-il, cette solution à la discrétion bancaire. Alors, il y a évidemment de multiples dérogations à ce devoir de discrétion. Il y a des dérogations en matière de saisie-arrêt, puisque le banquier qui fait l'objet en tant que tiers saisi d'une saisie-arrêt doit faire sa déclaration. Il ne peut pas se réfugier derrière un devoir de discrétion pour refuser d'effectuer cette déclaration. Le banquier doit également, au moment de l'ouverture des comptes, article 218 du Code civil, notifier en principe au conjoint de l'époux marié l'ouverture de ce compte. Et enfin, autre dérogation, et je veux dire, c'est une loi scélérate dont on a déjà parlé, la loi du 11 janvier 1993 sur la prévention, c'est un nom à rallonge, la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette législation impose aux banquiers, qui seraient votre confident, si l'on va dans cette perspective-là, de vous dénoncer dès lors qu'il a des soupçons de ce que vous faites du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, et il doit le faire avec le sourire, sans rien vous dire, puisqu'il doit conserver l'anonymat sur cette dénonciation, l'anonymat à votre égard. Il ne peut pas vous dire qu'il vous dénonce. Alors, cette problématique, d'ailleurs, cette loi a fait l'objet de cette fameuse décision de 2013 dont je vous ai déjà parlé, à propos du fondement contractuel. De quoi s'agissait-il? C'était une personne qui avait un compte aux États-Unis, qui avait transféré quelques sommes d'argent ici en Belgique et qui, quelque temps après, avait décidé de retransférer 500 000 $ vers les États-Unis, disait-il, pour réaliser une opération bancaire. Aux États-Unis, il avait là une opportunité de placement qu'il ne trouvait pas ici en Belgique. Il fait cette opération-là. Le banquier décide qu'il y a là, dans cette opération d'aller-retour, quelque chose de louche et fait une déclaration de soupçon à la CEPIF qui est transmise au procureur du roi, qui bloque les comptes et qui empêche donc le rapatriement de l'argent vers les États-Unis et donc la réalisation du bon investissement par ce client. Le client, finalement, s'en plaint et ça donne lieu à un litige qui est tranché par le tribunal de commerce. L'affaire ne dit pas comment il a su qu'il avait été dénoncé et comment et par qui. Enfin, ça, visiblement, il a appris qu'il avait fait l'objet d'une dénonciation de la part de son banquier et il a mis en cause la responsabilité de son banquier sur la base d'un double fondement. Le fondement, d'abord, d'une méconnaissance de la loi, donc c'est un bête article 1382, méconnaissance de la loi sur le blanchiment, au motif qu'il n'y avait pas de réel soupçon à avoir au sens de ces dispositions légales. Et le deuxième fondement, visiblement, qui était invoqué, c'était la violation du devoir de discrétion. Le tribunal de commerce a retenu ce double fondement pour condamner la banque, puisqu'un dommage était établi. Alors, je vais tracer, dans les 5 minutes qui me restent, et comme ça je tiendrai au quart d'heure que vous m'avez assigné, quelques tendances et perspectives. Alors, nous sommes aujourd'hui, je pense, confrontés en matière bancaire et financière à des tendances contradictoires. Il y a d'abord une volonté en matière bancaire et financière
de sacraliser le principe de la transparence. On doit tout dire en matière bancaire, on doit tout dire en matière financière, et tout doit savoir. On peut y voir différentes traductions de cette volonté de transparence, d'une part dans la loi relative au blanchiment dont je vous ai déjà parlé, et ça va très loin quand le législateur intervient dans ces matières au niveau de la transparence, puisqu'il méconnaît des secrets professionnels qui sont clairement établis par la loi ou qui ne sont pas discutés, comme le secret professionnel de l'avocat, ce qui oblige les ordres respectifs à agir devant la Cour constitutionnelle pour obtenir la rectification d'un certain nombre ou l'annulation d'un certain nombre de dispositions de la loi. Donc il y a là une volonté de transparence à l'égard de la CETIF, donc à l'égard du procureur du roi et donc le représentant de la société à l'égard de la société. Un autre exemple, ce sont les législations récentes en matière bancaire. Vous avez, au mois d'avril, toute une série de nouvelles législations qui ont été publiées en Belgique, et vous avez au niveau européen aussi, depuis la crise bancaire, toute une série de législations qui ont été adoptées. Et réfléchissez et regardez un peu, et on n'est pas dans un problème de confidence, mais dans un problème de transparence. Toutes ces législations sont assorties de sanctions administratives qui sont prononcées au terme de processus plus ou moins contestables. Mais la particularité de ces sanctions administratives, c'est qu'elles sont en principe publiées de manière nominative sur le site des autorités de contrôle. Donc il y a là une volonté de transparence aussi de la sanction, c'est le pilori moderne, on jette en pâture des personnes pour des durées, le cas échéant, indéterminées, leur identité, leur faute, et on pourrait considérer qu'il s'agit là du petit passeport jaune de Jean Valjean. Souvenez-vous de l'histoire de Jean Valjean, qui, après 20 ans de bagne pour avoir volé un pain pour nourrir ses frères et sœurs dont il avait la charge, sort finalement de ce bagne muni d'un petit passeport jaune. Et chaque fois qu'il veut trouver un emploi, chaque fois qu'il veut qu'il arrive dans une ville, il doit se présenter au commissariat de police pour présenter son petit passeport jaune. Et quand il veut un emploi, il doit aussi le remettre, ce qui jette le discrédit sur lui. Et on ne veut pas l'embaucher, ce qui ne facilite évidemment pas sa tâche pour se reconstruire et travailler. Bien finalement, ces sanctions administratives qui sont une volonté de transparence qui transperce l'intégralité du droit bancaire et financier, bien ne sont rien d'autre que ce passeport jaune, puisque l'on va obliger cette personne à dire « oui, j'ai été sanctionné », d'ailleurs c'est publié sur le site internet des autorités de contrôle. Première tendance, la transparence. Deuxième tendance, c'est la protection de la vie privée, où vous avez les législations européennes, la directive européenne en la matière qui a été transposée en droit belge en 1992, qui fait l'objet de réflexions au niveau européen, et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de ces réflexions, on réfléchit à un droit à l'oubli également, et qui a peut-être été anticipé par l'arrêt Google. Et vous avez ces deux tendances qui viennent s'imbriquer dans le droit bancaire, qui laissent peut-être à penser qu'il faudrait retourner vers un secret professionnel, mais je n'y crois pas, ou qu'il laisse à penser, au contraire, je pense, en vertu de la transparence qui est voulue, qu'on ne retournera pas vers un secret professionnel. Alors qu'on pourrait, le cas échéant, se poser la question au regard des critères qui étaient antérieurement retenus. La fonction sociale du banquier, la haute mission morale, j'en ai déjà parlé, je ne reviendrai plus dessus. La deuxième élément du fondement de la décision de 1978, c'est l'exercice de la fonction bancaire, disait-on, n'est pas au premier chef caractérisé par la réception nécessaire et obligatoire de confidence. Là, je pense que la situation a très largement évolué, puisque vous avez un renforcement de la fonction bancaire ou un renforcement de l'intervention des banques dans la vie économique. Songeons à la loi blanchiment, à la loi service bancaire de base de 2003. Songeons également à toutes les législations qui sont intervenues en vue de susciter la confidence. Je pense à la législation MIFID, où le banquier est obligé de recueillir toute une série d'informations à charge de son client pour pouvoir fournir des services d'investissement. On peut songer également à la loi Laruelle, qui est assez récente, mais qui
dans le cadre des crédits aux PME, oblige le banquier de collecter de toute une série d'informations avant de prendre sa décision d'octroi ou de non-octroi du crédit. Songeons également à la loi du 25 avril 2014 sur les planificateurs financiers, qui impose à ces planificateurs financiers, qu'il s'agisse d'une entreprise réglementée ou d'un planificateur financier dit indépendant, de recueillir toute une série d'informations sur le patrimoine de son client avant de pouvoir intervenir et rendre la consultation sur la consultation de planification. Et donc, vous avez là toute une série d'informations, de confidences qui sont aujourd'hui faites, qui sont confiées peut-être par la force des choses, et c'est peut-être là la différence par rapport au secret professionnel habituel, c'est que l'on confie ces informations non pas parce qu'on le veut, mais parce qu'on le doit pour obtenir le service du banquier. Tout ceci me laisse à penser que même si l'enseignement ou les fondements de la solution de 1978 sont peut-être aujourd'hui plus discutables ou doivent être davantage nuancés, il me semble néanmoins que cette solution ne changera pas. Ce n'est pas dans l'air du temps, ce n'est pas dans la volonté, dans l'air du temps, dans ce que le législateur a jusqu'à présent exprimé, ce n'est pas dans la volonté du législateur européen, et peut-être peut-on le regretter, mais en attendant, je crains que la solution de 1978 demeure. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître André Dumont, d'avoir respecté effectivement les 15 minutes, qui était un temps de parole un peu plus limité.